Donc, aujourd'hui, séance de correction du QCM que vous êtes censé avoir fait aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'abord de corriger, mais l'idée aussi, c'est de reprendre aussi un peu en même temps le cours avec vous et de pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à voir ça un peu avec Mathilde. Il y a une quinzaine de QCM que vous allez faire avec elle. C'est vraiment un moment très important de l'été où vraiment vous allez pouvoir être dans le contact avec les tuteurs qui ils vont énormément vous apporter dans la correction de ces QCM-là parce que c'est un exemple que vous allez avoir et que vous devez prendre sur le reste. OK, ce QCM, vous le faites une fois, il faudra le refaire fin de semaine. OK, c'est important de refaire et de refaire des QCM. Voilà, je vous laisse avec Mathilde. Vas-y, Mathilde, tu peux partager ton document et on est bon. Parfait. Alors, hop. Alors déjà, bonjour tout le monde. J'espère que ça va depuis dimanche pour ceux qui étaient là. Pour les autres. Alors, est-ce que ça Voilà, marche? donc tu zoomes Oui. bien chaque question parce que c'est vrai que quand après j'enregistre le cours, voilà, super, comme ça on a tout. Nickel, bon, bonne séance, mon cours. Merci Dan, au revoir. Alors, du coup, avant de commencer la correction du Du QCM, QCM, je voulais je voulais savoir. savoir. Alors déjà, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et ça fait la réverbération. Donc, fermez tous vos micros, s'il vous plaît. Et du coup, je voulais vous demander si dans le groupe, là, je ne sais pas combien vous êtes, s'il y en a qui ont fait ni le stage juillet, ni la terminale santé, genre pour qui c'est un peu les premiers QCM. Parce que vous avez le droit de parler dans vos micros, je sais que... Ok. Et dans tout, bon, ok, donc il y en a plein pour qui c'est les premiers QCM. Est-ce que vous savez tous comment ça marche, les QCM en passe, enfin, même en LAS, c'est pareil, ou est-ce que vous voulez que je vous réexplique un petit peu tout ce qui est notation et tout? Alors, on n'entend rien du tout. Tu dois avoir ta main sur ton micro. Bon, je vous réexplique en 2 secondes, du coup, les QCM. C'est des questions où pour chaque question, il y a 5 items. Donc, A, B, C, D, E. C'est pas de points négatifs. Donc, au pire, vous avez 0. Mais bon, 0, pas ouf. Nous, on veut que vous ayez des 1 partout. Du coup, au niveau de la notation, si vous avez tout juste, si vos 5 items sont justes, vous avez 1 sur 1. Si vous faites une erreur, vous avez 0 et 5. Ça veut dire que, imagine, c'était AB, que vous avez mis que la A, vous avez fait une erreur, vous avez 0,5. Et si vous faites 2 erreurs, vous avez 0,2. Donc, imaginons que vous avez mis AC alors que c'était que la A. Non, ABC alors que c'était que la A. Et ben, vous avez 0,2. Et si vous faites 3 zéros ou plus, c'est 0. Donc, 0, nous, on ne veut pas de 0. On veut que des 1. 1,05 par-ci par-là quand c'est des questions dures, mais objectif 20 sur 20 dans toutes les matières. Voilà. Du coup, j'espère que voilà, pour commencer, c'est assez clair. Et du coup, ben, on va pouvoir commencer. Moi, ce que je pensais faire, c'est qu'on fasse ça un peu en interaction parce que c'est plus sympa plutôt que je fasse un monologue pendant 1 heure. Du coup, pour la question 1, vu que vous êtes censé l'avoir fait, qu'est-ce que vous avez mis au niveau des réponses, s'il vous plaît? Pour toute la question 1, dites-moi les items que vous avez mis, si vous avez mis que la A, ABC, ABD, dites-moi. Aussi, je voulais le dire, mais je l'ai dit dans mon petit mot à la fin, ceux pour qui c'est vos premières visions et tout, vous inquiétez pas, c'est normal si vous n'avez pas fait tout juste. C'est normal si vous ne comprenez pas tout et n'hésitez surtout pas à poser des questions maintenant pendant la correction parce que c'est le meilleur moment pour le faire. Et du coup, je vois qu'il y en a pas mal qui ont mis la bonne réponse.
en effet, c'était ACE. Alors voilà. Je ne sais pas si Dan vous a déjà partagé ma correction. Si ce n'est pas le cas, je vais lui demander de le faire ou je le ferai moi. J'ai fait une correction qui est assez longue et assez détaillée parce que c'est vos premiers QCM et comme ça, vu que c'est les premières fois que vous voyez les cours, j'ai essayé de faire un peu des liens entre les différentes parties du cours pour vous aider un peu. Du coup, voilà. Donc, l'item A, il était vrai. Hein, l'item A, bon, c'est quelque chose assez, assez simple. Oui, bah voilà, le noyau, protons et neutrons, ça, pour ceux qui avaient spé physique au lycée, j'espère que vous le savez. Pour les autres, peut-être que vous le découvrez, mais c'est pas grave, c'est le B à bas. Il faut que vous le reteniez. Et voilà. Le deuxième, j'ai fait un piège complètement bidon. Mais des pièges comme ça sur ces cours-là qui sont assez faciles, entre guillemets. Pour l'instant, ça ne vous paraît pas simple, mais vous allez voir à force de les revoir à la fin du semestre, vous les connaîtrez sur le bout des doigts et oui, ça vous paraîtra facile. Du coup, voilà, j'ai juste inversé les mots maison et hadron. Et dans la correction, je vous ai mis un petit moyen mémotechnique que moi j'avais utilisé. Donc, pas par rapport à cette inversion hadron-maison, mais par rapport à la distinction entre les maisons et les baryons, pour savoir de combien de quarks ils sont constitués, ben, c'est simple, c'est avec les syllabes. Donc, maison, il y a 2 syllabes de quarks, et baryon, si on ne la fait pas à la marseillaise en disant baryon, 3 syllabes, 3 quarks. Donc voilà, est-ce que pour l'instant il y a des questions? Si oui, n'hésitez pas à les poser. Demandez dans le micro parce que vu que j'ai la correction sous le nez, je ne vois pas forcément vos messages qui s'affichent. Donc voilà. C'est bon pour l'instant? Alors, il y a quelqu'un qui parle, mais on n'entend rien du tout. Donc, peut-être, pour le coup, écrire dans la conversation là, parce que je ne sais pas si tu as ta main sur ton micro ou quoi. Ah. Alors, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas sur ma correction. Bon, du coup, je continue et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Du coup, item C, vrai. C'est le tableau qui a, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième page de ce cours, mais ça, c'est quelque chose qui est à connaître. Oui, voilà, c'est la première page. Ça, vous devez le connaître sur le bout des doigts. Mais bon, vous allez retenir à force. Hein, ça, c'est le premier cours. Ne vous inquiétez pas, ce cours-là. S'il y a un cours de toute l'année que vous connaîtrez par cœur, ce sera celui-là. Donc, si pour l'instant, ça passe pas, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas. À force de le revoir, ça ira très bien. Pour la D, alors j'ai fait un item qui tombe assez souvent en écurie. Je ne sais pas si c'est déjà tombé au concours, mais c'est possible. Et c'est une notion qui est assez importante. En fait, ça peut paraître logique pour certains, mais pas pour d'autres. La charge électrique du noyau est égale à celle du cortège électronique. Ça, c'est vrai que si on précise en valeur absolue, comme je l'ai fait là dans la correction en rouge, gras, italique, pour que vous le voyez bien. Parce que, et après, je vous ai fait une petite explication. C'est logique, parce que le noyau, c'est positif. Le cortège électronique, c'est négatif. Donc forcément, la charge électrique ne peut pas être égale. Si on met en valeur absolue, c'est-à-dire qu'on enlève les signes, là, oui, par contre, c'est égal parce qu'il y a autant de protons que d'électrons et qu'ils sont porteurs de la même charge, mais signes opposés. Donc si on enlève les signes, ça devient égal. Voilà, et après, dernier item, ça encore, c'est le tableau. Franchement, je peux pas vous dire grand-chose là-dessus, à part apprenez-le, il n'y a pas d'explication vraiment réelle sur cet item, donc voilà. Est-ce que pour l'instant ça va? Est-ce que sur cette première question, vous avez, sur cette première question, vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris,
quelque chose que vous n'avez pas compris dans la correction, dans ce que je viens de dire, dans ce qu'il y a écrit, dites-moi. Ça va, Non, tout le monde? Oui, ça va. Ok. Ouais. Eh bien, let's go. Question 2. Qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez toujours le droit d'écrire, de parler au micro. Faites pas les timides, on s'en fiche. Vous avez aussi le droit de mettre vos caméras. Je vois que personne les ont mises. Je me sens un peu seule, donc n'hésitez pas. Hein. On ne vous mangera pas. Enfin, je ne vous mangerai pas. Et voilà. Donc, vous avez mis quoi comme réponse à la question 2? Est-ce que vous voulez que je vous la remette? Vous l'avez sous les yeux. j'ai mis B et C. Alors, du coup, je regarde un peu le chat. Là encore, il y en a pas mal qu'on fait juste. Effectivement, c'était C et E. Du coup, je vous remontre la correction. J'ai entendu que quelqu'un avait mis B et C. Et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient trompées, qui avaient oublié soit l'item B, soit l'item C, soit l'item E. Du coup, je vais insister sur ces items-là. Alors, du coup, l'item A, c'est texto, il me semble. Hein, les nucléons sont liés entre eux par des forces très élevées. Alors, je ne sais pas si c'est texto exactement comme ça, mais mon explication dans la correction, pour moi, c'était logique. Le noyau, l'atome, on arrive à le casser plutôt facilement, la fission nucléaire. Par contre, c'est plus compliqué. Vous savez, toute la radioactivité et tout. C'est très dur de casser un noyau atomique. Et ça, c'est parce que les nucléons, donc les protons et les neutrons, sont liés entre eux par des forces qui sont très élevées. Donc, l'item A était faux. Le B, le nombre de neutrons dans le noyau est caractéristique de l'élément chimique, c'est faux. Le nombre de neutrons est caractéristique de l'isotope. Ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Normalement, encore une fois, pour ceux qui avaient physique au lycée, vous savez, des isotopes, c'est quand pour un même élément, il y a plusieurs noyaux différents, mais ça reste le même élément parce qu'il y a le même nombre de protons. Et du coup, en fait, c'est le nombre de protons qui est caractéristique de l'élément chimique et non pas le nombre de neutrons, comme j'avais écrit dans mon item. C'est pour ça que c'était faux. Voilà. Après, le diamètre d'un atome, 1 angstrom, 10-10 mètres. Ça, c'est une unité qui est nouvelle, normalement, pour vous. Peut-être pas, mais voilà, vous allez retenir. C'est facile, 10-10. Donc voilà. Ça, c'est la dimension de l'atome. La dimension du noyau, vu que c'est 100 000 fois plus petit, c'est 10-15. Vous ne faites pas avoir. C'est pas 10-11 ou 10-12, c'est 10-15. Voilà, ça, je vous le dis, je ne l'ai pas écrit dans la correction, mais j'aurais pu. Donc, atome, 10-10, noyau, 10-15. Et en QCM et aussi au concours, ils aiment bien faire l'inversion entre les deux. Donc, tombez pas dans ce piège, c'est bête. Lisez bien les items. Ça, on va vous le répéter des centaines et des centaines de fois cette année, mais c'est vrai. Ce serait con le jour du concours de tomber dans un piège bidon. Donc, de toute manière, vous n'allez pas le faire, mais voilà. Habituez-vous, les pièges, voilà. 10-10 et pas 10-15. Après, l'énergie de dissociation de l'atome est supérieure à celle du noyau. Ça, c'est faux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le truc de l'item A. Le noyau, voilà, il est très dur à casser. Donc, l'énergie de dissociation, elle est supérieure à celle de l'atome parce qu'on casse plus facilement un atome que ce qu'on casse son noyau. Ça encore, moi, je sais que ça me semble assez logique. Si pour vous, ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me demander de vous expliquer mieux. Voilà. Vous n'hésitez pas, vous m'interrompez si vous ne comprenez pas tout. Et enfin, le dernier item E, la masse de l'électron est 1800 fois plus faible que celle d'un nucléon. Les nucléons, c'est et les protons et les neutrons. Et on considère qu'ils ont la même masse. Alors, dans le texte court, je ne sais pas si on parle d'un proton ou si on parle d'un nucléon, mais dans tous les cas, c'est juste. Donc, voilà, je vous le dis.
protons-neutrons font la même taille et la même masse. Et du coup, qu'on parle d'un nucléon, d'un proton ou d'un neutron dans cet item, ce sera juste. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je viens de voir qu'il y avait un message en bas. Les nucléons, ce n'est pas les deux à la fois. Mais les nucléons, en fait, on parle d'un nucléon. Les nucléons, c'est soit les protons, soit... Enfin, en fait, c'est les protons et les neutrons. Mais du coup, quand on parle d'un nucléon, ça peut être soit un proton, soit un neutron. Mais vu que les deux font la même masse, si on dit que ça fait la même... Enfin, 1800 fois plus faible que la masse d'un nucléon, c'est juste. Est-ce que tu as compris? Ah voilà, parfait. Très bien. Est-ce que c'est bon pour cette question ou est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Juste, c'est le diamètre ou le rayon qui fait 10 puissance moins 10 mètres? Alors, ça, c'est une question qui est sans fin. Et en fait, dans tous les cas, c'est la même chose. Enfin, je m'explique. Qu'on te dise diamètre ou qu'on te dise rayon, c'est la même chose. Je sais qu'en QCM, vous allez le voir, ça va vous rendre dingue. Sur Medibox et Objectif Pass, ils aiment bien corriger l'un juste, l'autre faux. Moi, je vais vous dire, à mon avis, parce que ce n'est pas écrit dans le cours, hein, mais à mon avis, qui n'est que le mien, mais dont je sais que je le partage avec notamment mes tuteurs de l'année dernière, ça revient au même parce que là, on parle d'un ordre de grandeur. Tu sais que le rayon, c'est 2 fois le diamètre. Non, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Mais quand on dit 10 moins 10 mètres, si c'est 2 fois 10 moins 10 mètres, ce sera toujours 100 000 fois plus grand que 2 fois 10 moins 15 mètres, qui est la taille du noyau. Mais du coup, pour moi, quand on parle de diamètre ou de rayon, c'est égal. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le diamètre de base comme ça. Mais si dans un QCM, on te met le rayon, je pense que c'est juste aussi. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres gens? Sur les questions là ou sur des parties du cours qu'on a abordées depuis le début ou sinon je continue. C'est bon? Ben alors on continue. Question 3. Qu'est-ce que vous avez mis à la 3? Ne vous pressez pas, hein, surtout. AD. AD. Bon, alors je suis désolée de vous dire que vous êtes plein à être tombé dans tous les pièges que j'ai mis dans cette question. C'était que l'item D qui était juste. Et alors là, j'ai fait des pièges pourris, mais c'est des pièges qui tombent. Alors, je vous les ai mis, je sais qu'ils ne font pas plaisir, mais ils sont là pour une bonne raison. Ce n'est pas pour vous embêter. Moi aussi, ils m'embêtaient au début de l'année, après, au début du semestre. Après, ça allait. Et donc, voilà, je vous les mets dès le début, comme ça, vous les avez. Item A, c'est très bête. Mais j'ai dit que la masse, l'équivalent en énergie de la masse d'un proton, c'était 931 millions de mégaélectronvolts. Et ça, c'est faux parce que c'est soit 931 millions d'électronvolts, soit 931 mégaélectronvolts. Parce qu'en fait, le méga, ça représente 10 puissance 6, ce qui représente 1 million. Mais du coup, si je dis des millions de mégas, ben, c'était comme s'il y avait des millions de millions. Et du coup, ça rend l'item faux. Donc ça, retenez-le. Je sais que si vous êtes tombé dans ce piège, ça rend dingue. Mais vaut mieux tomber dedans maintenant que le jour du concours. Et si vous tombez dedans maintenant, vous ne tomberez plus dedans après pour les autres écuries à venir et tout. Donc voilà. Est-ce que tout le monde a compris ce piège des mégaélectronvolts ou est-ce que vous voulez que je réexplique? Je pense que c'est bon, normalement. J'ai essayé de bien expliquer. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Du coup, l'item B, ça pareil, c'est quelque chose qui tombe très très souvent au concours. Là, les 3 règles Pauli, Kleshkovsky et Hund, ça tombe très très souvent sur ce cours. Là, j'ai juste inversé la règle de Kleshkovsky et le principe de Pauli. Donc ça, c'était le principe de Pauli.
La règle de Kleshkovsky, c'est celle d'après. Faites comme vous voulez pour les apprendre. C'est chiant. Moi, je sais que j'ai une mémoire photographique, donc je les avais retenus. Pauli en 1, Kleshkovsky en 2 et Hoon en 3. Après, je n'ai pas forcément de moyens mémotechniques. Donc, si vous avez des questions, par contre, si vous ne les comprenez pas, ces règles, je peux vous les expliquer. Mais du coup, ça pareil, c'est un peu un piège bête. Mais c'est vraiment ces trois règles, enfin ces 2 règles et le principe de Pauli, c'est vraiment par cœur. C'est ce que j'ai écrit, voilà, par cœur, parce que ça tombe tout le temps. Donc voilà. Est-ce que ça, c'est bon? Oui. Ok, du coup, dernier item. Enfin, non, pas du tout le dernier, l'item C. Une orbitale atomique contient au maximum 2 électrons de nombre quantique de spin identiques. C'est faux, c'est de nombre quantique de spin opposés, enfin différents. De toute manière, il n'y a que 2 possibilités. C'est plus 0,5 ou moins 0,5. Mais du coup, voilà, quand vous avez les diagrammes, dans les cases, vous n'avez jamais 2 flèches qui pointent vers le haut. C'est toujours une qui pointe vers le haut et une qui pointe vers le bas. Donc, ça, c'est les 2 spins différents. Vers le haut, c'est plus 0,5 et vers le bas, c'est moins 0,5. Du coup, voilà, vous n'aurez jamais 2 spins identiques dans une même case. Et les cases, ça représente les orbitales. Donc, voilà, jamais, jamais, jamais 2 fois le même spin dans une orbitale. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que dans un atome, il ne peut pas y avoir 2 spins positifs. Parce que les atomes qui ont plein d'électrons, ils ont plein de spins positifs. Juste sur une même orbitale, il y a maximum 2 électrons qui ont des spins opposés. Ça, j'espère que c'est compris. Pour ceux qui ont fait le cours des orbitales, il me semble que vous ne l'avez pas tous fait. D'ailleurs, pour les questions 5 à 8, ceux qui n'ont pas fait les orbitales, essayez d'écouter et de comprendre, mais je ne vous garantis rien. Mais du coup, pour ceux qui ont vu les orbitales, j'espère que ça, vous le comprenez. Sinon, n'hésitez pas à me demander. Pour ceux qui ne les ont pas encore fait, quand vous le faites, si vous ne comprenez pas, vous me demandez. Item D, du coup, c'était le seul qui était juste. Dans la classification périodique, les éléments d'une même colonne possèdent une même structure électronique de valence. Ça, c'est vrai. C'est assez logique parce que la classification périodique, elle représente, en fait, elle est rangée en fonction du rangement des couches. Ça veut dire que le premier, le H, il a que 2 électrons. Après, on a HE, qu'on a 2. Non, H en a qu'un, HE en a 2. Et après, ça fait 3, 4, 5. Et ça suit tout le long. Et du coup, en fait, toujours sur une même colonne, cette classification, elle est faite de sorte que sur une même colonne, il y ait toujours la même couche de valence. Ça veut dire qu'il n'y a pas le même nombre d'électrons, parce qu'il y en a qui sont que en S, que en P. Enfin, il y en a qui sont que en S, il y en a qui ont S et P, il y en a qui ont D, il y en a qui ont F après, mais ça, on ne le voit pas. Mais du coup, voilà, juste sur une même colonne, tout le temps, il y a le même nombre d'électrons de valence. Voilà. Ça, pareil, c'est quelque chose d'assez basique. Ça tombe aussi, les questions sur la classification périodique. Donc voilà, c'est des points qui sont un peu cadeaux. Si pour l'instant vous ne le comprenez pas, n'hésitez pas à me demander, mais vous allez le comprendre normalement. Voilà, et enfin, le nombre quantique secondaire caractérise une orbitale atomique. Ça aussi, les 4 nombres quantiques, c'est par cœur. C'est le nombre quantique magnétique M qui caractérise une orbitale atomique. Le nombre quantique secondaire L, c'est une sous-couche. Je crois que je l'ai écrit, voilà. C'est une sous-couche électronique. Les 4 nombres quantiques, ce à quoi ça correspond, c'est du par cœur, par cœur, par cœur. Et puis, quand on y pense, c'est assez logique. Voilà, le premier, c'est une couche. Deuxième sous-couche, troisième orbitale, quatrième spin. Enfin, ça se suit, c'est logique. Est-ce que cette question 3, c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'on passe à la 4? Non. C'est Moi, bon? j'ai une question par rapport à la correction de la E. Ouais, je t'écoute. Est-ce que c'est le couple NL ou L, ça suffit? Non, alors, c'est le couple NL. Ok. En QCM, c'est NL, le couple NL. Ouais, c'est le couple Ok. NL. Là, enfin, c'est vrai que je vais changer la correction et je vous la renverrai. Mais oui, c'est le couple, tu as raison. Ok, merci. Merci à toi, du coup, parce que du coup, hop. Mais très bien, bien vu. Et ça, pour ceux qui commencent, vous n'allez pas comprendre, mais c'est vrai que c'est le couple NL, parce qu'en fait, vu que N caractérise la couche et L la sous-couche,
Si on n'a que L, on a une sous-couche, mais on ne sait pas de quelle couche c'est. Du coup, ça ne caractérise pas vraiment la sous-couche. Alors que si on a N plus L, on sait sur quelle couche on est et quelle sous-couche on est. Et du coup, ça caractérise vraiment la sous-couche. Voilà, très bien. Très bonne intervention. Du coup, d'autres questions ou on passe à après? Question 4. Et donc, dans la correction, normalement, c'est un triplé qui caractérise l'orbital. Oui. Oui, mais dans tous les cas, au début, en fait, dans ce cours, vous avez que les... Enfin, c'est surtout qu'il faut... En fait, c'est surtout qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce qui est associé à quoi. Mais effectivement, je vais changer la correction pour que ce soit plus clair pour vous. Mais juste retenez bien déjà à quoi correspond chaque nombre quantique. Et ça, déjà, c'est important. Et après, cette distinction, le couple, le triplé, ça c'est secondaire, mais c'est très bien de le savoir déjà. Bravo. On peut J'ai passer. une question. Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la règle de Hund? Parce que j'ai pas trop compris, je crois. Alors, la règle de Hund, est-ce que ça te dérange si on fait ça à la fin? Comme ça, là, on avance un peu. Et Oui, ça va. on fait ça à la fin. Je le note, comme ça, là, on avance sur les QCM. Vu que là, j'en ai pas trop parlé dans ce QCM-là, on le fait à la fin, promis. Comme ça, là, on avance. Ok, du coup, question 4. Ça va si on passe à la question 4? D'autres questions? C'est bon? Ok, parfait. Du coup, vous avez mis quoi comme réponse à la 4? Bon, alors, c'est pas mal déjà. Il y en a déjà 2 qu'on fait juste. 3. Effectivement, c'est banco, cette question. A, B, C, D, E. N'ayez pas peur de les mettre, les bancos, il y en a. Alors, il n'y en a pas 50 le jour du concours, mais il y en a. Donc, n'ayez pas peur, ça fait plaisir. En plus, c'est sympa à remplir. Quand on remplit tout, c'est cool. Et du coup, effectivement, voilà, cette question, elle était banco, A, B, C, D, E. Premier item, assez basique, mais voilà, c'est une notion, vous devez le savoir. Physique quantique, ça change de la physique que vous connaissez tous. Et on a un modèle qui est non déterministe, probabiliste, parce qu'en fait, on ne cherche pas à savoir exactement la position d'un électron à un moment précis, mais on cherche à savoir sa probabilité de présence. Donc voilà, c'est non déterministe. On ne veut pas quelque chose d'exact, on veut une probabilité de présence, et c'est pour ça que, comme je dis dans la correction, on parle aussi de modèle probabiliste. La probabilité de présence est liée au niveau d'énergie, ça c'est vrai et c'est texto court. Voilà, texto, vous l'apprenez. Si vous arrivez à le comprendre, c'est mieux. Si vous ne le comprenez pas, c'est pas grave. Si vous ne le comprenez pas, je pourrais vous le réexpliquer après. Mais voilà, surtout ce qui est important, cette phrase, elle n'est pas très compliquée à retenir. Probabilité de présence, niveau d'énergie. Voilà. Après, les électrons de valence sont les plus faiblement liés au noyau. Ça aussi, il me semble que c'est texto. Et comme je dis dans la correction, c'est que le fait que ce soit les électrons qui sont le plus faiblement liés au noyau, c'est ceux qui, dans les liaisons covalentes, sont partagés, parce que vous savez qu'une liaison covalente, c'est un partage d'électrons. Et c'est également ceux qui sont arrachés lors de l'ionisation de l'atome. L'ionisation, c'est quand un atome perd un électron et qui devient un ion. Il peut en gagner, mais du coup, quand il en gagne, il arrache un électron de valence d'un autre électron, d'un autre atome. Du coup, voilà. Question 4. Un atome est diamagnétique si tous ses électrons sont appareillés. Là, pareil, c'est texto. Si tous les électrons ne sont pas appareillés, on dit que c'est paramagnétique. Donc, dia, para, vous avez 2 mots à retenir. Moi, je sais que je retenais parce que pour moi, para, c'est quelque chose qui est pas bien. Donc, tout n'est pas appareillé. Alors que dia, du coup, je retenais pareil. Du coup, dia, je savais que c'était qu'ils étaient tous appareillés. Et ce que j'ai dit dans la correction, c'est que le spin total de l'atome est alors nul. Grand M est égal à 0.
Ça, c'est parce que si vous prenez, encore une fois, votre schéma où vous avez les cases, je ne sais pas si vous l'avez encore fait, ça. Bon, il y a les schémas où il y a les flèches, là. Toutes les cases sont remplies avec des flèches en haut et des flèches en bas. Donc, toutes les cases sont égales à 0. Donc, le spin total de l'atome est égal à 0. Et enfin, item E, dans la deuxième colonne, on a les alcalino terreux. C'est vrai. Encore une fois, là, pour le coup, texto, ça tombe pas trop, mais je sais que c'est déjà tombé. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ça qui est tombé, mais voilà, ça arrive. La 17, c'est les halogènes. La 1, c'est les alcanes. Il faut le retenir. Mais donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette question 4, qui était la dernière question sur le premier cours atomistique? Non, Pas de questions? non, c'est bon. Parfait. Du coup, on passe aux orbitales. Pour ceux qui ne les ont pas encore faites, pas de panique si vous ne comprenez pas tout, mais essayez d'écouter quand même, ça pourra vous aider peut-être au moment de votre vision. Donc voilà. C'est parti, question 5. Qu'est-ce que vous avez mis? Est-ce qu'il y en a qui ont fait les orbitales? Ou est-ce que tout le monde ne les a pas faites? Est-ce que personne ne répond? Je les ai pas Oui, oui, fait. oui. Moi, je les ai faites. Ah, et bien alors, vous avez mis quoi? C'est pas grave, hein, même si le cours, vous ne l'avez pas beaucoup vu, les QCM, vous n'êtes pas obligé de faire tout juste, hein, vous inquiétez pas, quand c'est les premières fois, c'est normal de faire des erreurs. Mais mettez vos réponses, c'est pas mal. Et en plus, si vous faites juste, c'est cool. Si vous ne faites pas juste, par contre, pas de panique. Ok. Du coup, les réponses, c'était B et C. Voilà. Donc, bravo à tous ceux qui ont fait juste. Il y en a pas mal. Donc, c'est cool. Et il y en a beaucoup qui ont mis la B et la C. Il y en a qui en ont mis d'autres. Mais du coup, déjà, d'avoir tous mis la B et la C, c'est cool. Du coup, voilà. Question A et B, les deux, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc, dans le modèle ondulatoire, bon, en plus, c'est dans le nom, l'électron est considéré comme une onde électromagnétique. Ça, c'est texto. Et en plus, franchement, c'est pas très compliqué, quoi. Ondulatoire, c'est une onde. Juste, il y en a qui font des pièges, qui peuvent mettre une onde, genre, il y en a qui disent des micro-ondes. Voilà, tombez pas dans des pièges pourris comme ça, mais du coup, voilà. C'est une onde électromagnétique. Du coup, la A est fausse, la B est vraie. La C, la charge élémentaire, c'est à connaître. C'est à connaître par cœur. Ça tombe, voilà, 10-19, l'unité, les coulombs. Voilà, ce chiffre, 1,6 puissance 10-19, vous devez le connaître. J'ai rien d'autre à dire que ça. Il faut le savoir et il n'y a pas de moyen mémotechnique, il n'y a pas de logique, c'est juste à savoir. Et ce que je dis dans la correction, c'est que voilà, ça, c'est la charge du coup d'un proton et du coup, un électron, c'est moins E et du coup, c'est moins 1,6 fois 10-19. Donc, si on vous dit que la charge d'un proton, c'est ça, c'est juste. Si on vous dit que c'est la charge d'un électron, c'est faux. Il faut un moins. Donc, voilà. L'item D, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient tombés dedans. Je sais, c'est horrible. C'est pas du tout logique, mais l'équation de Schrödinger, c'est H qui et H phi égale E phi, mais surtout pas H égale E. Ne me demandez pas pourquoi cette simplification n'est pas juste. Je ne sais pas. Elle n'existe pas juste. Ça, c'est parce que phi, c'est un calculateur qui n'est pas une constante. En fait, c'est très bizarre. Mais du coup, voilà, H égale E, c'est faux. Voilà, je dis faux, faux et archi faux. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça, voilà. H phi égale E phi et surtout pas H égale E. Et enfin, item E, l'équation de Schrödinger a une solution pour tous les systèmes. C'est faux. Dans le cours, on dit que c'est que pour les systèmes à un seul électron. Du coup, quand on parle des atomes, c'est que l'atome d'hydrogène parce que c'est le seul à avoir
un seul électron. Du coup, l'équation de Schrödinger au niveau atomique, elle a de solution que pour un atome. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou c'est bon? Si c'est bon, Non, vous dites merci. comme ça, on avance. Ok, parfait. Alors, question 6. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis? Réponse. C'est pas mal pour moi de voir les réponses que vous mettez. Ça m'aide à voir les items qui vous ont posé problème et du coup, c'est pas mal. Pour la correction, c'est insister sur les choses qui sont difficiles pour vous. Du coup, là encore, c'est cool. Il y a pas mal de bonnes réponses. C'était ABC. Du coup, voilà. Premier item est vrai. C'est texto. Voilà, quand je vous dis les nombres quantiques, il faut les connaître par cœur. Voilà, ça, vous devez le savoir. J'ai un petit schéma pour ça. Je vais essayer de vous le partager. Alors, attendez. Je ne suis pas non plus une pro du Zoom. Alors, c'est un schéma pourri qui était sur un post-it, mais je me suis dit que je vous le montrerai parce que ça pourrait toujours vous servir. Voilà. Est-ce que vous voyez mon post-it et est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Ok, parfait. Du coup, là, il faut que vous imaginiez que sur ce schéma, là, il y a des n. Là, c'est le niveau 0, enfin, c'est le niveau 1, l'état basal, fondamental, n égale 1. Et ça, c'est les différents niveaux d'énergie. C'est les différentes couches. Donc, n égale 1, 2, 3. Bon, après, ça peut être 2, 4, 6, mais voilà, c'est pour que vous voyez. Donc, hop, le n, ça représente l'énergie moyenne d'une couche. Voilà, j'espère que ce petit schéma vous aide. Normalement, quand vous aurez les cours avec Curovert, si vous ne l'avez pas encore eu, il vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Du coup, je vais vous remettre la correction. Voilà. OK. Du coup, voilà pour ce premier item. Pour le deuxième, l'orbital S présente une isotropie. C'est vrai. Ça aussi, c'est texto. Et j'en profite pour vous dire que c'est la seule des orbitales qui présente une isotropie. Une isotropie, ça veut dire que la probabilité de présence de l'électron, c'est la même dans tout point de l'orbital. Et ça, c'est vrai que pour l'orbital S, parce que l'orbital S, elle est sphérique. Et du coup, alors que les autres, elles ont des formes bizarres, elles sont en hélice. Et du coup, la probabilité de présence que l'électron il soit au milieu de l'hélice, elle est moins forte qu'il soit sur les côtés. Alors que quand c'est une sphère, c'est la même probabilité partout. Du coup, voilà, l'orbital S présente une isotropie, c'est vrai. Et on peut préciser et dire que c'est la seule à avoir cette qualité-là. Les orbitalités sont au nombre de 5, c'est vrai. Bon, ça aussi, par cœur, vous allez le retenir de toute manière. Hein. Une S, 3D, 5P. Voilà. Item 4, l'ordre de liaison, ça aussi, c'est quelque chose qui tombe assez souvent. C'est un piège, mais ça n'en est pas un. C'est pas égal à la différence entre le nombre d'électrons et le liant et non liant. C'est égal à la moitié de cette différence. Donc voilà, ça c'est à retenir, c'est important, ça tombe. Donc voilà. Et enfin, item E, ça c'est une notion qui est hyper importante. Comme beaucoup de choses dans les cours, mais ça pour le coup c'est vraiment important. S'il n'y a pas d'électrons sur une orbitale, elle n'existe pas, c'est faux. Toutes les orbitales existent. Il y en a qui sont vides, il n'y a pas d'électrons dedans, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Donc voilà, on dit que les orbitales coexistent parce que voilà, même si elles sont vides, elles sont là. Il n'y a pas d'électrons dedans, mais l'espace que représente l'orbital existe. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième question des orbitales? Est-ce que vous avez compris? Ceux qui ont fait, il y avait quelques erreurs. Ceux qui ont fait des petites erreurs, vous avez compris pourquoi ou est-ce que vous voulez qu'on vienne dessus? Si c'est bon, on déroule. Hein, comme ça, on avance, c'est mieux. C'est pour vous. Hein. C'est bon?
Ok. Oui. Question 7. Qu'est-ce que vous avez mis? Vous n'avez pas fait la question 7? Elle vous a pas plu? Ah si, ça va. Ok. Du coup, alors, il n'y a pas trop de juste. La question 7, c'était AE. Alors déjà, pour les 2 premiers items, ça, c'est du par cœur. Et comme je vous dis, je vous ai mis un tableau à la fin de la correction. Je vous montre en 2 secondes. Voilà, ça, c'est un tableau qui récapitule tous les exemples sur le cours des orbitales. Il était pas mal. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est des anciens tuteurs. Mais moi, je sais qu'il m'avait bien servi cette année. Donc voilà, quand vous aurez la correction, du coup, vous aurez ce tableau. Et il est très cool. Mais du coup, voilà, les 2 premiers items, c'est du par cœur. Voilà, O2, c'est paramagnétique. F2 ne l'est pas. Bah, écoutez, vous avez juste à l'apprendre. Il y en a qui s'amusent qui n'aiment pas apprendre par cœur ou qui n'y arrivent pas et qui préfèrent refaire les schémas avec les petites cases et les remplir. Alors, si vous y arrivez et que vous comprenez, c'est super. Après, il ne faut pas que ça soit une perte de temps. Si vous l'apprenez par cœur, c'est plus rapide, au moins que vous ne vous trompez pas. Mais du coup, voilà, A et B, malheureusement, c'est par cœur. Et voilà, c'est à connaître, ça tombe. Ça tombe souvent en annale des exemples comme ça, donc il faut les apprendre. Voilà pour la C. Ça aussi, ça c'est compliqué parce qu'on a le tétrachloronickel et le tétracyanonickel. Du coup, la C, elle est fausse parce que c'est le tétracyanonickel qui a cette hybridation DSP2 et une géométrie plan carré. Le tétrachloronickel, il a une géométrie tétraédrique et une hybridation SP3 comme enfin, basique. Très simple, alors que le tétracyanonickel, il est chiant. C'est le seul à être en plan carré. Et voilà, ça aussi, c'est à apprendre. C'est dans le tableau que je vous ai mis à la fin. Moi, ce tableau, je vous conseille de vous l'imprimer, vous l'afficher dans votre couloir, sur votre bureau, où vous voulez. Mais moi, je l'avais mis dans ma salle de bain et c'est comme ça que je l'avais appris. Donc voilà. Après, la molécule d'ammoniac, elle présente une géométrie tétraédrique avec des angles de 109 degrés. C'est faux. Alors, elle a bien une géométrie tétraédrique, mais c'est des angles de 107 degrés. Ça, c'est dû à la présence d'un doublet non liant qui modifie légèrement cette géométrie tétraédrique. Du coup, voilà, les angles entre les liaisons, ce n'est pas 109 degrés comme ça peut l'être pour le tétrachloronickel notamment, mais c'est 107. Je vous ai noté dans la correction, l'eau, la molécule d'eau, c'est aussi une exception. C'est aussi une géométrie tétraédrique, mais là, c'est des angles de 104,5 degrés. Donc voilà, ça, c'est à apprendre. Encore une fois, ces exemples, je vous dis, ils tombent. Je sais que c'est chiant, mais voilà. Et enfin, item E, toutes les orbitales hybrides sont de même énergie. C'est vrai. C'est texto. Voilà. Ça peut paraître. Enfin, moi, je sais que ça me semble logique parce que c'est toutes les mêmes. Elles sont toutes sur un même N. Donc, elles ont toutes le même niveau d'énergie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou on passe à la dernière question d'orbital? C'est bon? On avance, let's go, parfait. Mais du coup, question 8, qu'est-ce que vous avez mis? Ok. Du coup, la question 8, c'était DE.
Voilà. Première question, acétylène présente une double liaison, c'est faux. L'acétylène, c'est une triple liaison. Alors, personne n'a fait l'erreur, donc c'est bien. Bravo. Mais tombez pas dedans, parce que acétylène, ça finit en N comme les alcènes. Du coup, vous pouvez vous dire alcène, double liaison. Ça, vous le verrez en chimie orga, mais non. L'acétylène, c'est un alcyne, et du coup, les alcynes, c'est des triples liaisons. Du coup, c'est très bien que vous ne soyez pas tombé dans le piège, mais du coup, voilà, acétylène, alcyne, triple liaison. Donc, bravo de ne pas être tombé dans le panneau. C'est cool. La B, le benzène, c'est pas un octogone, c'est un hexagone. Ça, c'est logique, hein. Un octogone, ça a 8 sommets. Dans le benzène, il n'y a que 6 carbones. Donc, c'est pas possible de faire 8 sommets avec que 6 carbones. Du coup, voilà. C'est assez simple, hein. La molécule de benzène, vous allez la voir et la revoir sans forcément savoir, enfin, pas la molécule, mais le cycle de benzène, vous allez le revoir. Donc, vous allez le voir partout. Et du coup, c'est voilà, c'est un hexagone et pas un octogone, retenez-le bien. Ce serait bête de tomber dans un piège comme ça lors du concours. Hexa 6, pas octo, parce qu'octo, c'est une 8. Voilà. Question, item C, pardon. Tous les atomes de la molécule d'éthylène présentent une hybridation sp2. C'est faux. C'est que les carbones qui sont hybridés dans la molécule d'éthylène. Du coup, l'éthylène, c'est bien un alcène, c'est pas comme l'acétylène. L'éthylène, c'est C2H4. Et ce sont les carbones qui sont hybridés sp2. Les hydrogènes ne sont pas hybridés. Ils sont juste là pour se faire des liaisons. Mais voilà, c'est les carbones qui ont une hybridation sp2 et qui ont une géométrie particulière. De toute manière, les H ne forment qu'une seule liaison, donc ils n'auront jamais de géométrie particulière, vu que leur géométrie, c'est toujours de faire une liaison et il n'y a pas une forme particulière qui se forme autour de l'hydrogène. Item D. L'énergie de l'orbital antiliante est supérieure à celle de l'orbital liante. Ça, c'est vrai. Je vais essayer de vous le retrouver dans le cours pour vous le montrer, mais c'est les petits schémas qui sont assez moches. Et je vais vous le partager. Alors, attendez. Le cours des orbitales. Hop. Je vais vous montrer le schéma parce que c'est beaucoup plus, vous allez beaucoup mieux comprendre comme ça. Alors, hop. Voilà. Je vous en ai mis un au pif. Là, est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Oui. Ok, parfait. Du coup, sur ces schémas comme ça, vous avez l'orbitale antiliante en haut et l'orbitale liante qui est en bas. L'antiliante, vous la reconnaissez parce qu'ici, il y a la petite astérix. Mais du coup, vous voyez bien que l'orbitale liante, qui est celle d'en bas, vu qu'elle est en bas, en fait, elle a une énergie inférieure à la antiliante. Donc voilà, cet item, c'est assez facile de retenir une fois qu'on a vu ce schéma et qu'on a compris ce schéma, parce que je sais que ces schémas, au début, quand on les voit, on est en mode, mon Dieu, c'est quoi ce truc? C'est incompréhensible. Mais si vous comprenez, voilà, liante en haut, liante en bas, pardon, et antiliante en haut, l'antiliante a une énergie supérieure à liante. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai fait une erreur dans ma correction. Non, j'ai fait juste dans ma correction, pardon. J'espère que vous avez compris. Et du coup, dans la correction, je l'explique. Prenez le temps de la lire, ma correction, parce que franchement, je me suis appliquée et normalement, elle est pas mal. J'ai mis des explications sympas. Là, je ne vais pas vous la lire, parce que de toute manière, la lire, vous pourrez le faire tout seul et comme ça, on gagne un peu du temps et je vous relâche le plus tôt possible. Est-ce que du coup, vous avez des questions? Non, pardon, item E. Le nombre quantique principal doit être strictement supérieur à 0. Ça, c'est vrai, c'est important. Le nombre quantique principal, donc c'est n. Ça n'existe pas, n égale à 0. Hein. C'est le niveau basal, c'est n égale 1. Sur le petit schéma que je vous montrais tout à l'heure sur le post-it en bleu, la ligne tout en bas,
l'état fondamental, l'état basal, vous l'appelez comme vous voulez, c'est n est égal à 1. Ça, c'est important à retenir. Ça peut tomber, en écurie, ça tombe. Le jour du concours, ça peut tomber. Donc, retenez-le. N égale 0, ça n'existe pas. N est strictement supérieur à 0, donc cet item est juste. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière question? Et pour ceux qui n'ont pas fait les orbitales, rassurez-vous, c'est fini. Et on passe à un cours beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa juste après. Ok, pas de questions. On passe du coup question 9. Ce cours, normalement, vous l'avez tous fait sur les liaisons et l'électronégativité. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez mis comme réponse? Ok, eh ben, tout le monde a mis la bonne réponse, mais il y en a qui ont voulu lui donner des copines parce qu'elle était toute seule, c'était que la E. Du coup, on va faire la correction ensemble. Tout système physique ou chimique dans la nature a tendance à aller spontanément vers un niveau d'énergie maximum. Ça, c'est faux. C'est vers un état d'énergie minimum. Je vous ai mis un exemple dans la correction. Un exemple d'une balle. Une balle, si vous la lâchez, vous la prenez, vous la lâchez spontanément, elle va tomber par terre, elle va rouler un peu et à un moment, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce que quand elle est à l'arrêt, c'est son état fondamental, c'est l'état dans lequel elle est la mieux et c'est l'état où son énergie est minimum. Son énergie mécanique, en l'occurrence, son énergie potentielle de pesanteur, bah, elle est plus basse que quand elle était en haut parce que vu qu'elle est moins haute, l'énergie potentielle de pesanteur est moins grande et son énergie cinétique est nulle vu qu'elle est immobile. Donc, ce moment où elle est immobile au sol, c'est le moment où son énergie est minimale. Et ça s'applique également aux électrons et à tout système physique ou chimique. Du coup, voilà, ça, c'est quelque chose, c'est important de le retenir. Tout système physique ou chimique a tendance à aller spontanément vers un état d'énergie qui est minimum. Du coup, voilà, cet item A est faux. L'item B qui a été considéré juste par beaucoup, c'est faux. En fait, il est juste, mais il est faux parce que j'ai mis 2 points et que les 2 points, ça rend cet item restrictif. Dans le cours à ce niveau-là, il y a 2 tirés. Il y a les interactions entre les électrons entre eux et il y a aussi les interactions entre les électrons et le noyau. Du coup, voilà, quand on met les 2 points, il faut mettre toutes les réponses après. Donc là, vu que j'en ai mis qu'une, ça rend l'item faux. Voilà, vous allez voir en écurie, en QCM, ces 2 points, ils vont vous rendre fou. Mais voilà, 2 points, item restrictif. S'il n'y a pas tout, c'est faux. Voilà, mais pour ceux qu'on fait juste, pour ceux qui ont mis la B, dites-vous que c'est une demi-erreur parce que voilà, ici c'est le début de vos QCM, donc c'est normal de tomber dans ce genre d'erreur. Mais du coup, prenez l'habitude. Voilà, 2 points restrictifs. C'est restrictif quand on dit aussi uniquement, mais bon, là, c'est plus logique que ce soit restrictif. Et après, il y a des items, ça fait débat. Mais du coup, voilà, quand il y a les 2 points, pas de débat, restriction. Après, item C, l'élément qui perd un électron devient un ion négatif ou un cation. Ça, c'est faux. Parce que l'élément qui perd un électron, vu qu'il perd un électron, il perd une charge positive, il perd une charge négative, donc il devient positif. Et du coup, c'est bien un cation parce qu'un cation, c'est un ion positif. Les ions négatifs, c'est des anions. Et du coup, les anions, c'est des atomes qui gagnent un électron. Voilà. Après, la question, l'item D, une liaison ionique est facile à rompre, c'est faux. Dans le cours, on dit qu'une liaison ionique, elle est très forte. Voilà, l'énergie de liaison, elle est très élevée. Elle est difficile à rompre, sauf dans le cas où il y a la présence d'un solvant ionisant, comme l'eau. Ça, c'est texto. Et du coup, voilà, quand il y a un solvant ionisant, c'est le seul cas où la liaison ionique devient facile à rompre.
Mais ça, je ne vous en ai pas parlé dans l'item. Du coup, partez du principe que de base, une liaison ionique, elle est difficile à rompre. Voilà. Du coup, l'item D, vrai. Ça, je vous ai dit, ça tombe. Les éléments de la 18e colonne, ils sont stables sans former de liaison. C'est vrai, les éléments de la 18e colonne, c'est les gaz rares, les gaz nobles, vous les appelez comme vous voulez. Et eux, ils n'ont pas besoin de faire de liaison avec rien. Ils existent par eux-mêmes. Et ça, c'est parce que leur couche de valence, leur dernière couche électronique, est saturée. Donc voilà, ils n'ont pas besoin de faire de liaison, ils n'ont pas besoin de récupérer des électrons à droite à gauche pour être stables. Ils sont stables par eux-mêmes. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si oui, on passe à la question 10 et vous me mettez vos réponses à la question 10. Et si vous avez des questions, vous posez des questions évidemment. Vous êtes timide, il n'y en a que 2. Hop. Ah, très bien. Bon. Du coup, question 10. Banco. J'en ai mis 2. Ça arrive. Vraiment, je vous ai dit, les bancos, n'ayez pas peur de les mettre, hein, parce qu'il y en a le jour du concours. Des fois, il n'y en a pas. Donc, ne vous dites pas, s'il n'y a pas eu de banco, j'en mets un à la fin. Mais si vous pensez que c'est banco, mettez banco parce qu'il y en a. Donc, voilà. Du coup, item A, l'électron est le liant de la matière. Ça, c'est vrai, c'est texto. Et ça, c'est logique parce que tout ce qui concerne les liaisons, ça fait intervenir des électrons. Du coup, on comprend bien que l'électron soit le liant de la matière. Item B, la valeur de l'électronégativité croît de bas en haut dans une colonne du tableau périodique. Ça, c'est vrai. L'électronégativité dans le tableau périodique, elle croît comme ça. Elle va de gauche à droite et de bas en haut. Et du coup, dans une colonne, elle croît de bas en haut. Voilà. Item C. Pour les éléments de la première colonne, la formation d'un cation est favorisée. Alors ça, c'est logique. Donc les éléments de la première colonne, ce n'est pas comme les gaz rares. Ils ont un électron sur leur couche de valence qui est tout seul. Et du coup, ils ne sont pas stables parce que cet électron, il a besoin de... Enfin, il est tout seul et eux, ils veulent une couche saturée. Du coup, ils ont 2 possibilités. Soit ils gagnent cet électron pour avoir une couche de valence complète et avoir 8 électrons sur leur couche de valence. Soit ils perdent un électron pour former un cation positif. On comprend bien que c'est beaucoup plus facile de perdre un électron que d'en gagner 7. Du coup, voilà, ces éléments de la première colonne forment un cation en perdant un électron. C'est vrai pour tous les éléments de la première colonne, sauf le H. Le H, il fait un peu sa vie. Soit il gagne un électron, et du coup, il a une couche saturée avec 2 électrons, et ça devient H+. Mais H- existe aussi. Donc, voilà, les 2 existent pour le H. Mais du coup, en général, les éléments de la première colonne ont tendance à devenir des cations. Item D, le fluor est l'élément qui a l'électronégativité la plus élevée. C'est vrai. Non, j'ai lu le mauvais item, pardon. Ah non, mais je me suis trompée de question. Personne ne me le dit. C'est ce que je me disais aussi. Depuis tout à l'heure, je fais la question 11 et personne ne me le dit. Alors déjà, désolé. Mais du coup, on reprend. Désolé. Donc, item C de la 10. On obtient un alliage lorsqu'on associe 2 métaux, c'est vrai. Pardon. Et item D, la liaison métallique résulte de la délocalisation de l'ensemble des électrons de valence sur tout le matériau, c'est vrai. Dans un métal, il y a des électrons libres. Ils se baladent un peu partout dans un alliage métallique. Et c'est cette propriété qui fait que les métaux sont conducteurs du courant électrique. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, petite info que je suis sûre que vous êtes tous ravis d'avoir apprise. Donc voilà. Et item E, du coup, de la question 10. Merci à tous, en tout cas, de m'avoir interrompu. Hein.
et de m'avoir dit qu'on n'était pas bien. Soit vous dormez, soit vous ne suivez pas. Du coup, item E, c'est vrai aussi. Ça, c'est la définition de base d'une réaction chimique. C'est des échanges d'électrons. Voilà, les réactions chimiques, c'est ce que vous faisiez au lycée où réactif plus réactif, flèche, donne produit plus produit. Et tout ça, ça marche avec des échanges d'électrons. Est-ce que vous avez des questions sur la 10 ou on passe à la 11? Du coup, vous avez déjà 2 réponses. Ou c'est bon? Allez, let's go, c'est presque fini. Du coup, la 11, c'était BCD. Je vais vite, hein, comme ça, je vous lâche le plus tôt possible, vu qu'il est déjà 20 heures. La 11, du coup, une liaison covalente est un partage toujours équitable d'électrons. C'est faux, parce qu'une liaison covalente, elle peut être polarisée. Si les 2 éléments n'ont pas la même électronégativité, parce que des fois, il y a des liaisons covalentes entre 2 atomes de même élément. Ben, si c'est 2 carbones, ben, forcément, la liaison, elle sera normale. Mais si on met 2 atomes qui n'ont pas la même électronégativité, la liaison, elle sera polarisée. Mais ça reste une liaison covalente. Mais du coup, voilà, le partage des électrons n'est pas toujours équitable. Il peut y avoir des déséquilibres. Item B, du coup, c'est vrai. Il y a des échanges d'électrons à chaque fois qu'un gain énergétique en résulte ou est possible. Ça aussi, c'est texto. Et par gain énergétique, bon, j'ai dit dans la correction, en fait, je vous ai mis cet item parce qu'il peut sembler ambigu. Par gain énergétique, ici, il faut bien comprendre une diminution du niveau d'énergie. Parce que, comme je vous l'ai dit, spontanément, tous les éléments physiques et chimiques veulent aller vers un niveau d'énergie le plus bas possible. Mais du coup, ici, quand on tient un gain énergétique, en fait, c'est une diminution du niveau d'énergie. Donc, je sais que ça peut paraître bizarre, mais voilà, c'est texto comme ça dans le cours. Il faut le savoir. Et voilà. Du coup, la B et la C, c'est juste. Vous avez entendu la correction. Du coup, le fluor, c'est bien l'élément qui a l'électronégativité la plus élevée. Il est tout en haut et tout à droite. Et comme l'électronégativité, elle croît comme ça, c'est lui qui a la plus grande. Et après, la E, le francium est l'élément qui a l'électronégativité la plus faible puisqu'elle est nulle. C'est faux. Alors, le francium, c'est bien l'élément qui a l'électronégativité la plus faible, mais elle n'est pas nulle. Il a une électronégativité qui est de 0,7. Il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, voilà, bah, c'est pas égal à 0. Et en fait, la valeur, comme je dis après, voilà, la valeur 0 pour l'électronégativité n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas d'avoir 0 d'électronégativité. Et comme je dis après, les éléments de la 18e colonne, c'est pas qu'ils ont une électronégativité nulle, c'est juste qu'ils n'ont pas d'électronégativité. Alors ça aussi, je sais que ça peut paraître bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Il faut apprendre ça. Si on vous dit que les éléments de la 18e colonne ont une électronégativité nulle, c'est faux. Ils n'ont juste pas d'électronégativité. Alors, vous pouvez me demander ce que c'est la différence entre pas d'électronégativité et une électronégativité nulle. Je ne sais pas, mais il y en a une, puisque l'un est juste et l'autre est faux. Donc voilà, je sais, c'est chiant, mais c'est à apprendre. Si vous avez des questions là-dessus, je vous écoute. Mais ça, pour le coup, ça me semble... Je pense que ça devrait aller. Ça va, tout le monde? Tout le monde suit? Personne ne dort? Et bien, du coup, dernière question. Balancez-moi vos réponses. Cool. Plein de juste. Bravo. ABDE. Nickel. Bon, la E, si vous la faisiez fausse, pardon. Alors que je vous avais dit de cocher vrai, voilà. Mais du coup, premier item, les éléments du centre de la classification ont plutôt tendance à mettre en commun leurs électrons. C'est vrai. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les premiers électrons, enfin les éléments de la première colonne, ils perdent un électron pour devenir des cations. Ceux de la fin, ils gagnent des électrons pour devenir des anions. Ceux du milieu, c'est trop compliqué. Soit ils doivent perdre plein d'électrons, soit ils doivent en gagner plein
pour eux, c'est plus facile de faire des liaisons covalentes pour remplir leur couche électronique. Du coup, cet item est vrai. Voilà, j'espère que vous comprenez ça. Sinon, vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas grand monde qui m'a interrompu depuis le début. Vraiment, n'hésitez pas. Et sinon, posez-moi les questions que vous avez à la fin. Vous, si vous êtes pressé de partir, allez-y. Mais moi, j'ai tout mon temps. Du coup, voilà. Item B, au-dessus de la diagonale d'électronégativité, les éléments sont des non-métaux. Ça, c'est vrai. C'est texto. Vous avez le tableau dans le cours avec la diagonale d'électronégativité qui est dessinée. Voilà. Enfin, isoélectronégativité, pardon. Et du coup, voilà, elle est un peu à droite comme ça. Et du coup, au-dessus, c'est des non-métaux. En dessous, c'est des métaux. Du coup, voilà. L'item C, la liaison entre deux éléments d'électronégativité très différentes sera covalente. Ça, c'est faux. Ce sera une liaison ionique. Quand il y a une trop grande différence d'électronégativité entre les deux, il y a un électron il y a un des deux atomes, celui qui a l'électronégativité la plus forte, qui va arracher l'électron à la deuxième. Quand c'est des atomes qui ont des électronégativités assez proches, ils vont faire une liaison covalente. S'ils ont la même, c'est une liaison covalente qui est équilibrée. S'ils ont une électronégativité un peu différente, ce sera une liaison covalente polarisée. Ça veut dire que les atomes ils seront un peu plus proches d'un des deux atomes, mais ils seront quand même partagés. Les deux atomes auront chacun leurs deux électrons. Et par contre, si cette différence d'électronégativité elle est trop forte entre les deux atomes, celui qui a la plus grande arrache l'électron à la deuxième, et du coup, on a la formation d'un cation et d'un anion. Du coup, voilà. Seules les liaisons ioniques et covalentes sont des liaisons chimiques. Ça, c'est vrai. Et je vous ai mis cet item parce que Dan m'avait envoyé la question de l'un d'entre vous qui était tombé sur cet item en QCM et qui n'avait pas très bien compris la correction. Et du coup, voilà ce que j'ai expliqué dans la correction. Donc voilà. Les liaisons chimiques, c'est les liaisons ioniques et covalentes. En fait, c'est des liaisons qui font intervenir les électrons. Et dans le cours, on a aussi parlé des liaisons datives à la fin dans les cas particuliers, en disant que c'est des liaisons chimiques. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce cours-là ou si c'est dans un suivant, mais du coup, voilà, on vous dit également que les liaisons datives sont des liaisons chimiques. Et c'est vrai, mais cet item D reste vrai parce qu'en fait, les liaisons datives, c'est des liaisons covalentes particulières. Les liaisons datives, c'est des liaisons covalentes où les deux électrons viennent du même atome, mais ils sont quand même mis en commun dans une liaison. Ça fait une liaison entre deux atomes, juste il y en a un du coup, qui gagne entre guillemets deux électrons, et l'autre, il a toujours ses deux électrons. Les deux ont chacun leurs deux électrons. Et du coup, voilà, c'est juste quand on dit que c'est que les covalentes et les ioniques. Est-ce que Et- j'ai une question. Oui, Les métalliques en font partie ou pas? non. Les liaisons métalliques, il ne me semble pas que ce soit des liaisons chimiques. Parce que les liaisons métalliques, c'est des liaisons particulières. En fait, ça ne fait pas vraiment intervenir les électrons, les liaisons métalliques. Je regarde dans le cours, mais non. Pour moi, non. Pour moi, vraiment, en fait, c'est sûr. Parce que, en fait, dans les liaisons métalliques, c'est que dans les alliages et c'est que entre deux métaux. Alors que les liaisons chimiques, ça fait forcément intervenir un non-métal. Si tu mets deux métaux ensemble, ça fait un. C'est ce qui est écrit, page 12 du cours sur l'électronégativité, sur notre édition de notre année. C'est la dernière question. Pardon? Il y a quelqu'un qui a posé une question? Je n'ai pas entendu. Bon. Si, j'ai pas entendu, mais du coup, voilà. Les liaisons métalliques, il ne me semble pas que ce soit des liaisons chimiques. Et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat par rapport à la D. Est-ce que la liaison hydrogène est une liaison chimique? Non. La liaison hydrogène, c'est encore un autre cas particulier, mais ce n'est pas liaison chimique parce qu'il ne me semble pas que ça fasse intervenir les électrons. Donc, non. Voilà.
Alors après, je pourrais revérifier. Je vais revérifier pour être sûre, mais il ne me semble pas. Et du coup, voilà, item 2, item E. Oui, le travail paye. Oui, vous allez tous avoir votre année. Et oui, vous êtes tous des énormes goths. Et voilà. Et oui, vous avez tous coché vrai parce que vous allez tous avoir votre année. Et voilà, peu importe la filière que vous voulez, vous l'aurez, je vous le souhaite. Et voilà. Il y a d'autres questions sur la correction de la question 12? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous remets, si vous voulez, là un peu le tableau, si vous voulez le prendre en photo ou quoi. Mais dans tous les cas, je vais dire à Dan de vous envoyer la correction. Mais si vous voulez, je vous le mets en grand là comme ça. Mais Dan va vous envoyer la correction, du coup, vous aurez ce tableau. Est-ce que, voilà, du coup, on a fini la correction. Si vous avez des questions, ceux qui veulent y aller, allez-y. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à rester. Et voilà. Je vais arrêter le partage juste. Et comme ça, je vous vois mieux que si vous avez des questions. Je vous Moi, écoute si vous avez des questions. Oui, je t'écoute. juste du coup, il y avait écrit que, enfin là pour le dernier item, Ouais. l'avant-dernier, c'était que la diagonale d'électronégativité, mais vu qu'il n'y a pas écrit iso électronégativité, est-ce qu'on le compte quand même juste? Oui, On pourrait oui, ça croire. c'est. Oui, oui. Tu comptes juste, tu ne seras jamais piégé là-dessus. Euh, les profs qui font ces premiers cours, franchement, ils sont sympas. Ils mettent tout le temps les mêmes questions. Mais tu compteras juste. Ok, Enfin, pour moi, c'est juste. ok. Moi, c'est juste. Après, encore une fois, voilà, je ne suis pas dans la tête du prof, hein, mais personne n'est dans sa tête. Des fois, ils font un peu des folies. Et bah, c'est malheureux. Nous, l'année dernière, ils en ont fait quelques-unes des folies, mais bon, ça arrive. Et dites-vous que s'ils font des folies, c'est une folie pour tout le monde. Mais moi, je compterai juste. Ok, Voilà. merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces questions-là ou sur les cours, sur ces 3 points en particulier? Ouais, sur les cours, j'ai pas le cours des orbitales. Est-ce que c'est normal ou pas? En fait, sur le WhatsApp, j'ai le cours de l'électronégativité et de l'atome, Ouais. la structure. Mais les orbitales, où est-ce que je peux le trouver? T'as pas la clé USB que Dani vous a Non, non, faite? pas sur mon Alors, je vais demander à Dan de vous l'envoyer, mais c'est qu'en fait, les orbitales, je crois que dans votre planning, et vous l'avez demain ou... Ah non, vous l'avez jeudi. Alors moi, enfin Dan m'avait dit de vous le faire aujourd'hui, donc je vous l'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, jeudi, du coup, quand vous faites les orbitales, refaites les questions des orbitales, hein, sur QCM. Mais du coup, je vais demander à Dan de vous l'envoyer, si tu veux. Comme ça, tu peux l'avoir. Ok, merci beaucoup. De rien. Mais sinon, on va récupérer la clé USB, elle est sur l'ordi. Enfin, sur l'ordi, il y a le dossier avec tous les cours dedans. Enfin, après, c'était peut-être pas à Marseille ou quoi, mais si tu as l'occasion, c'est pas mal, comme ça, tu as déjà tous les cours. Ok. Voilà. Pas de questions. De toute manière, je reste un peu. Si vous êtes un peu timide et que vous voulez attendre que les gens partent pour me poser des questions, comme ça, je suis là. Tous ceux qui me disent au revoir, au revoir. Bonne soirée. Et voilà. Et ceux qui veulent rester qui ont des questions, je vous écoute. Moi, j'avais une autre question. Oui, Désolée. En mais tu fait, t'excuses pas, surtout pas, c'est très bien. quand on parle de diamagnétique et paramagnétique, c'est égal ou non égal à zéro? Ou c'est... En fait, quand un atome est diamagnétique, tous ces électrons sont appariés. Ça veut dire que tu sais, le schéma dont je te parle avec les petites cases, Oui, tu sais, c'est ceux-là, là, ces petites cases-là. oui. Dedans, tu as toutes tes flèches qui font une en haut, une en bas. Et du coup, toutes les cases, elles sont toutes soit vides, soit avec 2 flèches dedans. Du coup, vu qu'une flèche en haut, c'est plus 0,5 et qu'une flèche en bas, c'est moins 0,5, si tu as autant de flèches en haut que de flèches en bas, ça fait 0. Ok, Du coup, quand un atome est diamagnétique, son spin total, c'est égal à 0. Quand un atome, il est paramagnétique, il a toujours il n'en a qu'un seul, hein, un électron qui est en haut. Non, il n'en a pas ok, forcément qu'un seul, je dis n'importe quoi. Bon, il a au moins un électron qui est en haut. Et du coup, il a au moins 0,5 de spin. Et ok, du coup, mais là, il est paramagnétique. il peut avoir un, par exemple.
Il peut en avoir un, mais il peut en avoir trois. Parce que si tu as un atome qui a trois électrons, par exemple, non, trois, ça va pas marcher. Attends, deux, cinq. 5. Si tu en as un qui a 5 électrons, tu vas en avoir. Non, pas 5. 7. 7. Tu en as Hmm. deux là, et après tu en auras un et un. Ça fera jamais genre 2 dans la première et un dans la dernière. Tu en auras 3. Et du coup, ce sera 1,5 son spin total. Ok. Parce que ça, ben, c'est la règle. Alors, je sais plus si c'est la règle de Hund ou de Kleshkovsky. Je vais regarder parce que quelqu'un avait une question là-dessus. Est-ce que d'ailleurs la personne qui avait une question sur la règle de Hund est toujours là? Oui, je suis toujours là. Mais du Ah coup, voilà. ouais, la règle de Hund, elle n'est pas très claire dans ma tête. Alors attends. Ben, du coup, est-ce que Shannon, t'as compris Mais en fait, ce que j'explique? j'ai un peu Non? compris. Enfin, oui, mais je sais plus, il y avait une question, je crois que c'était c'était le fluor, non, je sais plus. Non, ben, en Non, fait, dis-toi que ah, pour les orbitales. oui, Pour ben, les orbitales, ça, c'est tous tes exemples. Tu vas devoir les apprendre par cœur. C'est dans le tableau que je vous ai mis à la fin à la fin de la correction. Dans ce tableau, il y a tout, absolument tout qui est résumé. Enfin, franchement. Alors après, il faut comprendre le cours, mais tout ce qui est à apprendre par cœur, c'est dans ce tableau, il me semble. Et ce tableau est très cool. Et en gros, pour ça, dans le cours des orbitales, tu l'as fait ou tu l'as pas encore fait? je l'ai fait il y a, enfin, pas aujourd'hui, mais Ok. avant. Oui, non, mais donc tu l'as déjà vu. Tu sais, à Ouais. la fin, tu as plein de molécules, une par une, qui sont toutes listées là. Au Oui, début, tu as le truc général et après, tu as tous les exemples. Et en oui, fait, dans les exemples, on te dit pour chaque molécule si elle est diamagnétique ou si elle est paramagnétique. Et ça dépend de si ces électrons, ils sont appariés ou pas. ok, Donc, si les électrons sont appariés dans les cases, c'est comme ça. S'ils ne sont pas appariés, tu en as au moins un qui est dans une case tout seul. Tu as compris? ok, oui, j'ai compris, c'est bon. Et du coup, s'ils sont appariés, dis-toi que si tu as deux électrons appariés, dans la case, il y a 0. Là, tu as 0,5. Là, tu as 0. Et du coup, si dans toutes les cases, tu as 0, le spin total, c'est 0. Tous les électrons sont appariés. Le spin total est nul. Si tu as au moins un électron qui n'est pas apparié, mais tu peux en avoir 3 ou tu peux en avoir 5 si ça va jusqu'aux orbitales D, ben là, ton atome il sera paramagnétique parce que tous ces atomes ne seront pas appariés. Tous ces électrons ne seront pas appariés. Ok, ok, ça va. C'est bon? Merci. Oui, merci. De rien. Et du coup, pour la règle de Hund, je la relis en 2 secondes parce que ça fait longtemps, moi. Mais quand les électrons. Oui, ben voilà, ben c'est ce que j'expliquais du coup quand je disais que je vous remonte mon petit post-it. Attendez, je vais essayer de vous le mettre dans le. Comme ça, vous voyez, vous le verrez mieux. Je vais essayer de vous le mettre de vous le mettre dans l'écran. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Hop. Tac. Hop. Je suis toujours pas une pro de Zoom, hein. Je vais le devenir, mais pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Hop. Voilà. Du coup, vous voyez toujours ma souris? Oui, c'est bon. Ok. Du coup, quand vous allez remplir vos orbitales, ça, chaque case, pour ceux qui n'ont pas vu le cours, bon, quand vous le verrez, ça vous semblera beaucoup plus clair, mais en fait, chaque case, ça représente une orbitale. Dans une orbitale, on met maximum 2 électrons. Et comme je l'ai dit dans un des items, c'est des électrons qui ne seront pas de même spin. Ça veut dire qu'il y en a un qui va regarder en haut, comme ça. Oh mince, ça ne marche pas. Je n'ai pas le stylo. Bon, bref. Bon, il y en a un qui sera une flèche vers le haut et un qui sera une flèche vers le bas. Une flèche vers le haut, c'est plus 0,5. Une flèche vers le bas, c'est moins 0,5. Du coup, quand on a 2 électrons dans une case, la case vaut 0. Imaginons que là, on a un atome qui a 7 électrons de valence. 7 électrons de valence. Il en aura 2 ici. On remplit couche par couche. Ça veut dire que première couche, un S, il y a une orbitale, on la remplit. Donc là, on en met 2. Oh, ça va me saouler cette histoire. Attendez. Hop. Je ne peux pas le modifier. Ah si. Là, vous mettez ici. Et pourquoi ça ne marche pas? Là. Là, vous avez ici, dans cette orbitale-là, 2 électrons.
Dans celle-là, vous en mettez 2 aussi, vous en avez 4. Et là, vu que votre truc, il a... oh mince. Bon, hop. Vu que votre atome, il a 7 électrons, il lui en reste 3 à placer. 3 à placer sur la sous-couche 2P. Sur la sous-couche 2P, vous pourriez vous dire, là, j'en mets un en haut, là, j'en mets un en bas, et là, j'en mets un en haut. Ou là, j'en mets un en haut, là, j'en mets un en bas, et là, j'en mets un en haut. Non. Vous allez les remplir. En fait, vous allez remplir case par case. Ça veut dire que vous voulez remplir le plus de cases possible. Ça veut dire que vous allez en mettre un en haut là, un en haut là, un en haut là. Donc là, vous en aurez 3 du coup, mais chacun, un par, je ne sais pas comment dire, genre vous avez une flèche pour une orbitale. Ça veut dire que vous pourriez encore remettre 3 électrons dans ce truc. Mais vu que vous n'en avez que 3 à placer, vous les placez comme ça. Et ça, du coup, c'est par rapport à la règle de Hund, où on dit que la configuration la plus stable, qui est celle qu'on recherche, vu qu'on cherche la stabilité maximum, parce qu'on est beaucoup plus confortable quand on est assis au fond de son canapé que si on était sur une poutre en équilibre. Nous, on veut être stable. Et donc, vu qu'on cherche une configuration stable, on veut, d'après la règle de Hund, le nombre quantique magnétique total de spin maximal. Donc, en fait, on parle du spin total de l'atome et c'est l'addition qu'on fait quand on additionne toutes les cases. Donc, ici, on a dit que le spin, c'était 0. Et en fait, à côté, donc là, le spin, c'est 0 parce qu'il y a 2 électrons, on a dit un en haut et un en bas. Donc là, le spin, c'est 0. Ici, pareil, un en haut, un en bas, le spin, c'est 0. Et là, vu qu'on veut un spin maximal, on pourrait mettre 2 là et 1 là, mais du coup, ça nous ferait que 0,5 de spin. Alors que là, vu qu'on en a 3 en haut, on a 1,5 de spin. Et ça, c'est le spin le plus grand qu'on peut avoir dans ce cas-là. Hop. Là, vous avez 1,5 de spin. Voilà. Et alors que si vous mettiez, par exemple, 2 électrons ici et 1 ici, vous n'auriez que 0,5 de spin, parce que vous en auriez un en haut, un en bas, parce qu'on n'a pas le droit de mettre 2 électrons qui regardent en haut dans une orbitale. Donc, un en haut, un en bas, ça fait 0 de spin. Et après, du coup, il y en aurait un tout seul et ça ferait 0,5. Nous, vu que d'après la règle de Hund, on veut un spin maximal, eh ben, on prend voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais vu qu'on veut le spin le plus grand possible, on remplit en fait le plus d'orbitales qui seront dégénérées du coup, parce qu'elles seront remplies que de moitié. Oui, j'ai compris. T'as compris? Oui, ça va, c'est clair. Merci. Bon, tant mieux si c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions, ceux qui restent? Je suis là pour ça, vraiment, vous gênez pas. Si vous voulez partir, allez-y, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est bon? Alors, bon, eh bien, si c'est bon pour tout le monde, passez une bonne soirée. Bon, j'en profite pour celles qui sont encore là. Profitez quand même de la fin de vos vacances. Et reposez-vous avant la rentrée. Et travaillez bien quand même, parce que c'est pas mal de prendre, du temps pour vous. Et voilà. Au revoir.